Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec mon ami Frédéric Vincent et on va vous parler des techniques de Frédéric qu'il appelle le zéro mental. Alors, le zéro mental, c'est une école de pensée, une école de technique, de pratique qui regroupe différentes choses dont on va vous parler. Et moi, j'ai envie d'interviewer Frédéric, de vous expliquer un peu ce qu'il fait parce que c'est un des enseignants qui a le plus changé ma pratique quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose thérapeutique. Et puis ça va au-delà de simplement les pratiques thérapeutiques, c'est vraiment une vision de l'humain et une vision de comment on peut évoluer pour se libérer de plus en plus de nos croyances, de nos émotions bloquantes, etc. Et vous savez que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aider les gens à changer, à se libérer. Donc quand il y a des méthodes qui sont vraiment efficaces, qui sont un peu hors du commun et qui fonctionnent, j'ai envie de les partager. Donc Fred, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Ok. Donc il y a plusieurs choses que tu fais. En fait, tu as commencé d'abord par pratiquer l'hypnose et la méditation, et puis un jour tu te dis, si on mixe les deux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est ça? Ouais. Plus précisément, en fait, j'ai commencé la pratique intensive de méditation que j'appelle aujourd'hui le point zéro, qui est un travail vraiment très profond pour aller vraiment sur le point culminant de ce qu'on croit être le réel ou de qui on croit être. Et donc j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Entre-temps, donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai connu l'hypnose une dizaine d'années après, et puis maintenant j'ai relié finalement les techniques, j'ai épuré les techniques d'hypnose et de PNL, j'ai extrait tout ça. J'ai extrait tout ce que je pouvais de la structure du point zéro, et puis j'ai tout réuni dans une pédagogie complète qui rassemble trois leviers, trois piliers pédagogiques qui sont le changement rapide mental switch, ce qui est une version épurée et accélérée de l'hypnose PNL. Ensuite, le changement rapide mental off, le deuxième pilier pédagogique, qui est en fait une capacité à aider l'autre à reprogrammer son inconscient à travers la zone de silence mental. Donc le mental off, c'est vraiment pour couper sa pensée. Et puis ensuite, le changement rapide point zéro, qui est un travail très profond, qui nous permet de nous placer en amont des croyances racines de qui on croit être ou de ce qu'on croit être le réel. Donc voilà, donc ces trois piliers pédagogiques forment en tout ce qu'on appelle le praticien zéro mental. Et donc ça s'adresse aux professionnels de l'accompagnement, ça s'adresse également à ceux qui souhaitent simplement faire du développement personnel, réaliser des choses au-dedans d'eux, et se libérer et s'affranchir, comme tu l'as dit tout à l'heure, des limites de perception, des limites, des blocages, des peurs, et de tout ce qui fait que ça peut obstruer leur possible. D'accord. Parce que c'est vrai que à partir des techniques qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut utiliser comme l'hypnose ou l'EFT, mais il y a la technique elle-même, mais aussi qu'est-ce qu'on recherche à travers la technique. Et souvent ce qu'on recherche, c'est en fait à libérer des conditionnements, des croyances, des émotions. Et c'est ce que tu dis quand tu expliques qu'on peut changer notre point de vue sur le réel, quand tu parles de ça. Parce qu'effectivement, le réel c'est quoi? C'est tout ce qui reste quand on enlève nos croyances finalement. Nos croyances sont pourtant tellement ancrées souvent que ça forme un filtre entre nous et la réalité. C'est-à-dire qu'on croit que les choses sont comme ça. On croit qu'on est comme ça parce qu'on a vécu ça pendant des années. On croit qu'on a une habitude et que c'est difficile de changer, par exemple. Alors qu'en réalité, les choses peuvent être beaucoup plus fluides. Et donc toi, à travers cette pédagogie du point zéro, c'est d'aider les gens à se reconnecter à cette possibilité d'ouvrir et d'éliminer certaines croyances qui les empêchent d'être dans le réel, c'est ça? Voilà. Et plus que de nettoyer le filtre, c'est de se désidentifier du filtre mental. Puisque tout ce qui arrive à notre esprit, les images, les pensées, les structures du futur, du passé et de l'interprétation du présent, on y est complètement collé, complètement identifié. En cela, on peut facilement constater qu'on est profondément hypnotisé par notre mental. Beaucoup plus profondément qu'on pourrait l'imaginer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en hypnose, on dit qu'on va mettre les gens sous hypnose pour les aider à changer et les réveiller ensuite, alors qu'on peut aussi renverser la perspective et se dire que dans la vie de tous les jours, on est un peu hypnotisé par nos conditionnements, par la société, notre éducation, par tout ce qu'on a intégré, et ce qui forme ce que tu appelles notre mental, alors que si on s'en déshypnotise finalement, que ce soit à travers l'hypnose ou d'autres méthodes, on peut changer parce que la réalité, elle est plus large que ce qu'on a intégré mentalement. Voilà, alors c'est vrai que l'hypnose, on considère qu'on hypnotise quelqu'un, mais en fait ce sont que des façons de concevoir les choses. L'autre façon de voir, c'est qu'on peut dire que si une personne a une peur, on l'aide à se déshypnotiser de sa peur et on va la placer dans un nouveau conditionnement qui fait qu'elle va être mieux par rapport à l'objet qui portait une peur auparavant. Mais par rapport à la grille de lecture de l'Institut Zéro Mental, on va naturellement constater que la personne est encore sous hypnose, elle est encore hypnotisée par son mental, sauf que ce sera un mental meilleur, avec un champ des possibles déjà plus ouvert. En ce qui concerne la déshypnose profonde, ça va vraiment aller chercher très loin, et c'est vrai que quand on reçoit des clients en consultation, on n'a pas forcément besoin d'aller vers le point zéro.
pour les aider à changer. Le point zéro, c'est davantage encore aujourd'hui pour le thérapeute, le praticien qui va faire ce travail au-dedans de lui, ce qui va le placer dans un hypercentrage et qui va également changer sa vision de la thérapie, puisque sa vision de la thérapie, c'est aussi de là que vont émaner toutes les suggestions qu'il va donner à son client. Oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'enseigne, c'est que quand on est thérapeute, plus on se libère de nos propres conditionnements, plus on peut aider l'autre. Et d'accéder à ce remontage, ça permet vraiment de libérer tout ça beaucoup plus rapidement et globalement. Ouais. Alors c'est un travail qui peut se faire de façon instantanée, très rapide, et en même temps c'est le travail d'une vie. Hein, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai qu'on peut facilement changer des codes, et en même temps il y a tellement de codes qu'au final, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, quelque part un peu notre chemin, c'est de se désencombrer, de se nettoyer de tout ce qu'on a pu accumuler par le passé et qui a formé aujourd'hui ce qu'on appelle notre conditionnement. Donc Frédéric, tu as commencé par développer des stages qui s'appelaient Zéro Mental, puis après tu as élaboré toute une pédagogie à la fois pour le grand public et pour les thérapeutes. L'objectif de tout ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore vraiment le sujet, quelqu'un qui découvre un peu cette pratique-là, ça va de l'amener à faire quoi finalement? En fait, c'est de l'amener à s'affranchir des limites, et puis comme il y a beaucoup de thérapeutes dont c'est le métier, quelque part, quand on reprogramme l'autre, le but c'est forcément de le libérer, ce sont des outils qui sont naturellement installés dans la thérapie. Donc l'objectif c'est la libération, jusqu'à se libérer d'une façon très 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 profonde de nos conditionnements les plus inconscients. Et à côté de ça, donc on a une reprogrammation de l'inconscient qui se fait. C'est-à-dire que la libération c'est une chose, mais il y a en même temps une façon d'observer les choses, une grille de lecture qui permet de constater qu'à chaque évolution, chaque prise de conscience, on peut en profiter pour générer une reprogrammation rapide de l'inconscient. Quand je dis reprogrammation rapide de l'inconscient, c'est parce que, comme tu le sais, puisque tu es venu dans cette formation à l'époque, j'ai formé beaucoup de praticiens en hypnose ericksonienne, qui étaient donc des praticiens ou maîtres praticiens certifiés en la matière. Et à l'époque, on les amenait dans une formation qui s'appelait PNLH à l'époque, oui. Qui est aujourd'hui du changement rapide mental switch. Et on les amenait à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie. Et ça, c'est très important parce que ça nous permettait déjà de prendre des raccourcis en ce qui concernait l'hypnose PNL traditionnelle. C'était essentiel, mais on voit aujourd'hui que là où notre métier, c'est en tout cas dans l'Institut, c'est de libérer le plus possible les conditionnements, c'est aussi un accélérateur de changement. Alors, un des grands atouts de ta technique, c'est que c'est une pratique relativement simple. On n'est pas en train de se compliquer les choses, avoir des protocoles, etc. Finalement, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la thérapie peut très rapidement pratiquer. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une forme d'auto-hypnose, c'est une forme de méditation. Concrètement, comment est-ce qu'on pratique ça? Quelqu'un qui connaît rien du tout. Concrètement, c'est plutôt une fusion des deux, mais j'ai envie de vous dire que si on veut le pratiquer au-dedans de soi, ça va être déjà par une observation de ce qui se passe dans nos mécanismes profonds. Quand on dit mécanisme profond, c'est tout ce dont on n'a pas forcément conscience d'habitude. Alors vous avez toutes les stratégies de PNL qui permettent de comprendre déjà, ou d'hypnose, qui permettent de comprendre déjà que on constitue notre réalité à travers des images mentales, des façons de se parler, des façons tout ça c'est un peu comme sur un iPhone, on peut déplacer des choses, on peut changer des tailles d'image, on peut reprogrammer des dialogues intérieurs, on peut changer des perceptions. Donc tout ça c'est le travail de reprogrammation un peu classique. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Et puis il y a après l'observation qui va continuer, qui va aller un petit peu plus profonde, et qui va finir par dégoupiller des croyances beaucoup plus subtiles, comme la croyance par exemple qui m'identifie au penseur. Beaucoup de personnes pensent que c'est elles qui pensent. Mais si je te demande à toi Gaëtan, est-ce que c'est toi qui penses? Ou est-ce que c'est ta pensée qui pense? Même si toi, tu ne le veux pas, quelle est ta réponse? Moi j'ai un peu d'expérience, donc c'est vrai que je peux répondre que si j'essaie de couper mes pensées, d'arrêter de penser, c'est un effort. Et finalement les pensées elles viennent toutes seules. Voilà. Donc le mental est toujours en train de tourner tout seul. Voilà, le mental tourne tout seul. Et ça, c'est une première prise de conscience, parce que ça permet de nous rendre compte que nous ne sommes pas vraiment le penseur. Donc vous voyez, ça, c'est des croyances très profondes qui font que quand elles sautent, il y a plein d'autres schémas qui sautent. Et donc, il y a une libération qui se produit. Et donc, on a plein d'autres types, des systèmes de croyances qui se mettent en place. On a également un travail qui consiste à simplement porter l'attention sur le mental off, donc couper nos pensées l'espace d'un temps. Donc, il y a plein de petites techniques comme ça. Vous avez d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle Zéro Mental,
mental off, centrage, présence. Et donc, on a tout un tas de méthodes, d'outils qui sont finalement simples. Pourquoi ? Parce que si ça avait été compliqué, on aurait aimé que ça soit beaucoup plus simple d'ailleurs. Voilà. C'est sûr. Et c'est vrai que plutôt que d'ajouter des choses sophistiquées, on considère que... C'est une épuration en fait. Voilà, une épuration, et que l'objectif, l'optimisation pour nous, c'est pas quand on peut plus rien rajouter, mais c'est quand on peut plus rien retirer. Donc à partir de là, on se retrouve avec de la structure, des méthodes qui sont simples, pratiques, et c'est vrai qu'on se rend compte à l'arrivée que finalement, c'est pas tant vraiment la technique qui est la plus importante, c'est tout ce qu'on a compris autour de la technique qui nous permet de mieux l'appliquer. Parce que si je propose à deux personnes différentes d'appliquer une même méthode, elles ne vont pas avoir le même résultat. Parce qu'elles ne vont pas l'utiliser pareil, parce qu'elles ne vont peut-être pas la comprendre pareil, parce que tout ça. Donc du coup, ce qui est très important, c'est de comprendre finalement l'essence qui est derrière tout ça, et ce qui fait que quand on emploie une astuce comme ça, qu'elle fonctionne très très bien. Oui, c'est ça qui est étonnant avec ce que vient de dire Fred, il le connaît par cœur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça n'a pas besoin de compréhension intellectuelle, c'est pas compliqué, c'est pas dur à faire, c'est juste, il faut le faire. Et avec les techniques, on voit que ça marche très rapidement. Il y a plusieurs techniques, plusieurs variantes pour que ça marche pour tout le monde justement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on atteint cet état dans lequel le mental est en mode off, sur zéro, il y a des choses qui se déconditionnent automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui sautent, des schémas de pensée qui s'annulent, des comportements qui changent parce qu'on est mieux avec soi-même. Donc finalement, c'est une sorte de nettoyage automatique aussi. Ça peut être également aussi un nettoyage automatique. Vous avez beaucoup de personnes qui font de la méditation et qui vont vers des zones de mental off et qui pour autant n'ont pas forcément de reprogrammation profonde de leur schéma. Mais il existe une possibilité pour faire en sorte que le silence de la méditation mental off puisse infuser dans des programmes inconscients. Mais simplement, ça demande quand même de comprendre un peu le mécanisme et de le mettre en application. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille sur le mental off, il y a un mental off qui peut être plus ou moins profond d'ailleurs, et puis ça peut être consciemment off, mais inconsciemment avoir une forte activité mentale encore. Donc vous avez des mental off qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins profonds, jusqu'à aller vers des états type extatique, où on va rencontrer des sensations, des états différents selon les gens, des choses assez fortes. Ce qui est encore un piège, quelque part, si on pratique la méditation, toutes ces choses-là, parce que le piège, c'est que le mental veut les retrouver, ces états-là. Mais vous avez par-delà ça, donc ce qu'on va appeler l'état de présence, c'est-à-dire le support sur lequel tous les états modifiés de conscience apparaissent, et dont les états extatiques apparaissent aussi, et que si on le découvre, on va là rentrer dans ce qu'on appelle plus des awakened states, état d'éveil, ou état de libération, ou état de déshypnose. Bon, voilà, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais au final c'est très simple. En fait, ce que veut dire Fred, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'état de conscience qu'on peut atteindre. À travers cette pratique de mental off, on va de plus en plus loin. Donc c'est aussi quelque chose qui prend un peu de temps, ça prend de la pratique. Dans mon expérience, ça va quand même plus vite que la méditation ou l'hypnose. C'est vraiment des raccourcis, on atteint tout de suite ce qu'on veut vivre. Et à partir de là, le nettoyage se fait en fonction aussi de comment on intègre cet état-là. Donc on peut traverser différentes expériences. Mais pour donner un exemple, quelqu'un qui va atteindre un état de paix va se dire « Ah ça y est, j'ai la paix intérieure, je me sens vraiment bien, c'est ça et il n'y a rien d'autre et tout va bien ». Oui, mais même si on enlève ça, même si on déconditionne ça, derrière il peut y avoir un état encore plus puissant d'extase, de bien-être, etc. Donc finalement on peut toujours aller plus loin et au bout du compte, ce que tu cherches à atteindre c'est une sorte de présence pure où on est l'observeur, on est détaché de tout conditionnement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est complètement dans la réalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on finalement, là où le mental il est vu comme vrai, à chaque fois que votre cerveau perçoit un élément mental, il fait un yes dans sa tête, même s'il n'est pas d'accord avec. Quelque part, il fait un yes puisqu'il lui donne une existence. Et bien, à partir de là, quand on rentre vers ces zones que tu décris, finalement, on finit par voir le faux comme le faux. L'imaginaire comme l'imaginaire, donc le mental comme le mental, parce que le mental c'est rien d'autre que de l'imaginaire. Si vous vous amusez à observer votre mental à partir de maintenant comme de l'imaginaire, vous allez voir très 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 vite la façon dont ça va vous recentrer. Yes. Donc ça peut servir à éliminer des blocages que vous avez encore aujourd'hui ou des comportements que vous avez changés, mais ça va aussi avoir un effet plus large, plus dense sur tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même finalement. Parce que quand on enlève tous ces conditionnements, ce qui reste c'est nous, c'est qui on est vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler notre essence.
Et à partir de là, souvent la vie est plus facile parce qu'on a moins d'attentes, on a moins d'obligations, de culpabilité ou de drivers comme ça, de pression. Les choses sont beaucoup plus fluides. C'est ça un peu ton expérience? Absolument. C'est-à-dire que là où ça permet de découvrir l'essence qui est antérieur et qui est par-delà nos programmes habituels, c'est-à-dire tout l'organisme corps mental. L'organisme corps mental lui-même libéré de cet attachement, de ce lien identitaire, va lui également en même temps se libérer. Donc on pourrait dire que c'est presque une double libération, tu vois. C'est la libération du cœur et c'est la libération de nos programmes qui fait que le Gaëtan ou le Fred, il va fonctionner beaucoup mieux dans la spontanéité et on va dire presque on pourrait dire le 100%, c'est-à-dire ce que certains vont appeler le lâcher prise ou la spontanéité, ou certains appellent ça être soi, sauf que dans le zéro mental on va constater que le soi on le place pas à ce niveau-là, mais en tout cas il y a ce processus qui se met en place. C'est assez étonnant, par exemple, si on prend un thème comme l'estime de soi, souvent on se dit « Ah, j'ai pas assez d'estime de moi, il faudrait que je m'estime plus », on essaie d'augmenter sa perception de valeur personnelle, alors qu'en fait, si on regarde les choses du point de vue du zéro mental, même l'estime de soi, c'est un concept. C'est un concept. Finalement, quand on enlève ça, quand on n'a plus besoin de sentir qu'on a de la valeur ou de se sentir coupable, etc., c'est vraiment une grande liberté. C'est une grande liberté. Par exemple, si vous avez une superbe image de vous, c'est vraiment mieux qu'une mauvaise image de vous. On va tous voir que dans le coaching confiance en soi, on va travailler sur une bonne image. Mais posez-vous simplement la question de savoir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'image du tout. Parce que même une bonne image de soi, c'est un conditionnement en fin de compte. C'est un conditionnement. Et parfois les conditionnements, les beaux conditionnements, avec la belle image de soi, la belle estime de soi et toutes ces choses-là qui vont avec le regard de l'autre, c'est une prison dorée. Mais une prison pour autant. D'un point de vue, en tout cas, de tout ce qu'on fait, on peut aller par-delà. Oui, donc c'est bien d'atteindre ça, mais il y a quelque chose encore au-delà de ça. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes de développement personnel qui aident les gens à développer cette image et à l'améliorer. Et c'est génial, parce que ça améliore beaucoup la condition. Maintenant, ce qui est top, c'est que comme tout le monde est sensibilisé à ça, et que de toute façon, ça, à un moment donné, on plafonne, et bien c'est là que le zéro mental ou toutes les techniques potentiellement associées arrivent. Oui. Ça me rappelle cette histoire de quelqu'un qui veut être millionnaire et qui fait énormément d'efforts, qui passe des années à travailler beaucoup et finalement il réussit à devenir millionnaire et puis il se dit en fait c'est juste ça, et il ne sent pas de satisfaction parce qu'en fait il avait un objectif qui était conditionné par rapport peut-être à une éducation où à un moment donné il s'est dit il faut être millionnaire, avoir de l'argent pour être heureux, alors qu'en fait c'est pas vraiment son objectif qui venait de son cœur. Et quand on se libère de ça, même si ça a l'air d'être un bon objectif, on se rend compte que chaque personne est unique. Chaque personne va avoir sa propre manière de vivre la vie et de trouver ce qui la rend heureuse. Finalement, point zéro, c'est aussi un peu ça, c'est aussi découvrir qu'est-ce qui nous convient, parce qu'on se libère de tous ces objectifs qu'on s'est mis. C'est ça, c'est de laisser les aspirations profondes s'affirmer d'elles-mêmes. Et là où tu parlais du millionnaire, on pourrait également dire, parce que ça c'est un exemple concret que j'ai eu en formation, une personne qui voulait monter une multinationale et qui avait vraiment des trucs, des objectifs à 10 ou 15 ans, et on lui a simplement demandé, mais finalement dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce que ça va te permettre de vivre intérieurement ? Il a commencé à dire c'est la reconnaissance. Très bien, ok, la reconnaissance, qu'est-ce que ça va te permettre de vivre intérieurement ? C'est la sérénité, la sérénité. Mais c'est quand que tu vis la sérénité aujourd'hui dans ta vie ? Jamais, d'accord, ok. Et si tu vivais la sérénité maintenant, ça serait comment ? C'est possible ? Tiens, hop, mental off, tac, on l'a mis dans la sérénité, il est ressorti de là, il a vécu la sérénité. Et c'est vrai que c'est un gros recadrage de vie. Ça paraît simple comme ça, mais c'est parce qu'en réalité, c'est fonctionnellement simple aussi. C'est simplement qu'il faut appuyer sur les bons boutons pour allumer les interrupteurs. Alors je sais que des fois, ça peut paraître un peu bizarre de se dire... même si on a un objectif qui est super et qui permet d'atteindre des étapes très agréables, on peut déconditionner ça. En fait, ce qui se passe, moi j'ai observé souvent chez les gens avec qui je travaille, c'est que quand on déconditionne ce genre de choses, soit on lâche l'objectif parce que finalement ça ne nous convenait pas, soit on va le garder parce que ça nous convient vraiment, mais on est beaucoup plus libre dans la manière de l'atteindre et il y a beaucoup moins de stress, c'est beaucoup plus fluide finalement. Exactement. Et il y a cette notion effectivement d'une forme de détachement, et il y en a qui ont presque l'impression, ou parfois complètement l'impression, d'avoir déjà atteint l'objectif en fait. C'est très étrange, mais ils sentent vraiment que c'est comme si c'est déjà là pour eux. Et c'est vrai que ça nous rappelle aussi ce qu'on préconise dans les techniques de loi d'attraction, de faire comme si c'est déjà là pour que ça arrive. Oui. Puis ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à travers tous les objectifs qu'on peut se mettre, finalement, si on réfléchit bien, ce qu'on cherche à atteindre, c'est toujours un état de conscience. Quelque part, voilà, derrière chaque objectif
qu'on cherche à atteindre, au fond, c'est un état d'être. J'ai envie de dire, à un niveau encore plus profond, que quelque part, on cherche à l'extérieur, voilà, on cherche à l'extérieur ce que nous sommes déjà profondément à l'intérieur. Ce que nous sommes déjà profondément à l'intérieur. Ouais. Donc c'est vraiment une pratique super et ça peut ouvrir un champ. Je connais des gens qui sont venus faire tes formations il y a quelques temps et j'ai vu qu'ils avaient vraiment changé à un point qui n'était pas juste du reconditionnement, qui est vraiment quelque chose qui s'était complètement ouvert, qui était complètement nouveau et qui était extrêmement authentique. Bah c'est ça, on va vers ça, c'est une des zones qu'on développe au sein de l'Institut Zéro Mental, c'est cette authenticité qui découle de ce travail. Ouais. Même s'il n'y a pas que l'authenticité comme bénéfice secondaire, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça fait partie en tout cas de ce qu'on recherche. Ouais. Donc il y a deux pans, il y a vraiment le côté pour les professionnels de la thérapie, puis aussi pour le grand public. Pour les professionnels, j'ai vu récemment des commentaires de gens qui avaient fini un cycle de formation avec toi et qui avaient vraiment transcendé aussi leur pratique. Ouais. Donc même dans les techniques, ils ont dépassé ça et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Pour quelqu'un qui serait par exemple hypnothérapeute ou sophrologue, qui fait de l'EFT, de faire ce genre de formation, qu'est-ce que ça va leur apporter? Si on peut résumer ça. De façon très nette, pour celui qui fait de l'hypnothérapie, déjà on a un net recul parce que pendant 8 ans on a formé j'ai formé plusieurs centaines de praticiens certifiés en la matière. Donc ce qu'on peut dire déjà, au-delà de la liberté et du plaisir gagné, et de l'énergie gagnée, c'est entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. C'est-à-dire que là où il y a des séances qui vont durer chez certains environ 1h30, parfois plus, ou parfois une heure, bien là ils vont descendre sur du 1 heure, 3/4 d'heure, parfois un peu moins. Donc ils gagnent entre un tiers et la moitié de leur temps de travail, ce qui est énorme à l'échelle d'une vie de travail. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Alors, également ils gagnent des raccourcis, ils gagnent en facilité, ils se libèrent d'un certain carcan ericksonien, puisque la plupart étaient des personnes formées en ericksonienne, qui sont des très bonnes écoles, hein. Seulement ce sont des codes qui sont un peu différents. Et du coup, voilà, il y a cette liberté qui se met en place. Là, on parle encore de notion de liberté. Trouver son propre style, être soi, être spontané, jouer et pas se bloquer dans un carcan. Voilà. Donc ça, c'est pour les hypnothérapeutes. Pour les sophrologues, ça sera plus de leur offrir une structure d'accompagnement vraiment complètement carénée et dans laquelle ils vont pouvoir vraiment être efficients dans le maniement de la suggestion. Donc c'est comme avoir une structure d'hypnose, même si bien sûr certains sophrologues vont considérer qu'ils font de l'hypnose, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière ce mot. Mais si on considère que c'est simplement d'avoir conscience et de savoir manier la suggestion en vue d'orienter l'autre dans une direction bien précise, en tout cas c'est ce qu'ils vont avoir. Tout ça orienté changement rapide. Donc ils auront la possibilité quand même d'utiliser leurs outils de sophrologie dans l'extension de tout ça. Mais bien souvent quand même, comme on sort des protocoles, les outils de sophrologie deviennent un peu plus accessoires, même s'ils deviennent complémentaires et également confortables. Mais on va travailler tellement avec ce qu'amène le client tout de suite que c'est une façon un peu différente de fonctionner. Ce qui développe aussi le côté intuitif pour tous ceux qui sont hypnothérapeutes, etc. Pour les thérapeutes qui sont d'autres écoles ou d'autres formations, ou les psys, cothérapeutes, etc., ben là, voilà, c'est une structure qui leur permet d'aller dans le monde de l'hypnose et de la PNL épuré et accéléré. Ça, c'est pour le mental switch, évidemment, hein, parce qu'après, il y a le mental off, il y a le mental off, et puis après, il y a le point zéro. Oui. Mais déjà, la base qui est essentielle, c'est ce mental switch. Oui. Et puis, ce que moi, j'ai remarqué, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille dans la thérapie, et j'ai étudié pas mal de méthodes, un des critères les plus communs, ou vraiment le dénominateur commun qui fait que les gens sont efficaces, c'est l'état d'être du thérapeute. Et souvent, plus le thérapeute est dans un état d'être paisible, bien avec soi-même, ouvert à l'autre, d'acceptation, de présence, etc., plus il va être efficace, quelle que soit la technique qu'il emploie. Parce que c'est souvent le rapport entre le client et le thérapeute qui va permettre à quelque chose d'éclore. Donc, quelle que soit la technique employée, l'état d'être, c'est vraiment fondamental, à mon avis. Ouais. L'état d'être, et on peut ajouter à ça le filtre et les systèmes de croyance. C'est ça. Parce qu'un thérapeute, par exemple, qui pense que changer vite, c'est pas bien, ou changer vite, c'est pas possible, t'as beau lui donner les techniques de changement rapide, même si ça va accélérer ses process, ça restera pas forcément quelque chose d'aussi efficient que celui qui va penser que c'est possible. Ça paraît évident comme ça à se le dire, mais je vous assure que parfois, il y a besoin de travailler sur ses croyances. Quand je dis parfois, je suis gentil,
Il y a vraiment besoin de travailler sur ces croyances-là, et il n'y en a pas qu'une. Il y a beaucoup de croyances, des systèmes de croyances comme ça. Oui. Comme par exemple, je sais pas, moi, il faut absolument comprendre pour pouvoir changer l'autre. Comprendre sa vie, il faut absolument rentrer dans l'histoire de l'autre pour pouvoir l'aider à changer. Un traumatisme ancien, c'est forcément plus long à changer qu'un traumatisme d'il y a 15 minutes. Voilà, donc tout ça, c'est des croyances. Tout ça, c'est des croyances. Tout ça, Et forcément, ça conditionne notre réalité, comme on disait au début. Ouais. Quand on a ce genre de croyances, effectivement, ça se vérifie dans la réalité. Mais la réalité, c'est aussi plus que ça. Parce que quelqu'un qui a une croyance différente, peut avoir des résultats différents. Vous savez qu'il y a une petite étude, je ne sais pas si tu es au courant, mais qui avait été faite où ils avaient dit à deux psys de se rencontrer, et il leur avait pas dit que le mec en face était psy, il leur avait dit le mec en face est schizophrène et il se prend pour un psy. Donc le truc, c'est qu'à la fin, les deux, ils ont été diagnostiqués schizophrènes quand même. Donc c'est ça qui est intéressant dans le système de croyance, c'est que ils avaient beau avoir quelqu'un de sain juste en face, en fait, ils l'ont diagnostiqué schizophrène parce qu'il y avait ce filtre à la base. Ils seraient rencontrés à un bar en disant salut je suis psy, le mec, ça serait pas passé de la même manière, quoi. Et il n'aurait pas eu la même conclusion. Donc bref, le système de croyance, c'est super, super important, tout comme l'état dans lequel tu te situes, puisque si tu es thérapeute et que tu doutes, les suggestions et les idées qui vont devenir pour ton client vont émaner de ce doute. Pareil si tu as confiance. Et pareil si... c'est ça. Tout ce qu'on pratique à partir de comment on est à ce moment-là. Voilà. Et si on est dans le doute, même si on dit des choses qui donnent confiance, notre langage corporel va véhiculer parfois inconsciemment qu'il y a ce doute. Donc ça met en déséquilibre. C'est ça. Donc vraiment d'être centré sur soi et d'être dans le zéro mental, c'est-à-dire la libération des conditionnements, ça ouvre la possibilité à tout ce qui est possible. Ouais. Ça peut aller vite. Vraiment. Et je pense que c'est une zone qui va profondément se libérer. On entend de plus en plus parler de cette zone de présence thérapeutique, parce qu'on peut également dire qu'un hypno qui va être dans la zone 0, et encore une fois, on n'y est pas toujours dans cette zone 0, mais il y a une forme de présence qui va agir par-delà les mots et par-delà tout ça. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu moins rationnel, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment même dans mes formations, mais il y a quelque chose qui infuse par-delà tout ça, et c'est ce que dans certaines pratiques on appelle la présence thérapeutique. Et donc de cette présence thérapeutique, quand on y est, c'est aussi de là qu'émanent les mots, les suggestions, les idées qui vont nous venir pour notre client. Donc c'est le même principe, sauf qu'on peut dire que si on fait complètement silence en soi, c'est encore différent. Autre exemple pour illustrer ça, imaginons que je suis face à un client qui a une certaine pathologie, ou par exemple, je sais pas, de la colère, imaginons il est en face de moi, et il se peut que de par son attitude, il va générer de la colère chez moi. Je pourrais rentrer dans le jeu. Si je rentre dans le jeu de tout ça, que mes suggestions s'émanent d'une pseudo-colère, en tout cas que j'essaye de maintenir, je vais maintenir son symptôme quelque part. Ah oui. Si à l'intérieur de moi, j'arrive grâce au point zéro, ou ce que tu vas peut-être pratiquer, là il n'y aura pas de prise. Il n'y aura pas de prise, je désactive ça, donc quelque part, je vais désactiver le processus en face. Et ça, c'est génial, quand on arrive à des conclusions comme ça, parce que ça va bien par-delà les mots. Oui. C'est vraiment plus dans le langage d'inconscient à inconscient, du corps à corps, de l'intuition. C'est ça. Et voilà. Peut-être même, certains vont parler de vibration, de niveau vibratoire. Bon, ça ne sera pas un gros mot, parce que je crois que maintenant, même les sciences ont confirmé que tout est vibration, quelque part. C'est ça que la conscience est un peu partout, finalement. On pourrait dire que la conscience, c'est le substrat de base de l'univers. Il y a des scientifiques qui disent ça maintenant. Donc, effectivement, à un certain niveau, les êtres humains se connectent. Et quand on est soit dans un état ouvert et connecté à l'autre, ça donne un support à l'autre pour pouvoir changer aussi. C'est ça. C'est ça, c'est un peu... C'est autrement. Ouais. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour les thérapeutes, et c'est extrêmement riche. Et je connais plusieurs personnes qui sont venues faire une formation et tout le monde était très content. Bon, donc du coup, moi aussi, je suis très content. Et c'est vrai qu'on fait en sorte de diffuser ça aussi au grand public. Et grâce à Internet, prochainement, je ferai en sorte de développer tout un système pour qu'on puisse avoir une continuité dans l'accompagnement, puisque j'ai également animé beaucoup de séminaires à l'époque, même d'auto-hypnose ou de choses comme ça. Et là où les séminaires, les gens sont très contents, le petit souci, c'est qu'il faut qu'il y ait une continuité dans la vie, et tout le monde ne le met pas en place en fait. C'est comme des bonnes résolutions qu'on peut avoir, mais qu'on ne met pas forcément en place. Donc le fait d'avoir un accompagnement, une sorte de zéro mental life coaching quelque part, bien ça permettra de nous accompagner et de nous insuffler, de nous inspirer tout le long, et nous ajouter ça pour que ça s'intègre vraiment en nous, parce que on peut changer très vite, mais si on veut vraiment adopter ça, il faut que ça devienne un mode de vie.
L'avantage dans tout ça, dans ces pédagogies-là, c'est qu'elles sont tellement épurées de concepts et de philosophie, que ce soit voilà, spiritualité ou philosophique même, ben, ça permet de garder que la structure pour nous. Et à partir de là, c'est très fonctionnel. Et il faut, à un moment donné, devenir ça. C'est une façon de vivre, c'est une façon de s'observer intérieurement, c'est une façon de... Plus on l'incarne au quotidien, et plus c'est efficace, évidemment, c'est comme tout. Hein. Voilà. Si vous allez méditer une fois pendant un week-end, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après? Si vous arrêtez de méditer, ben, vous pouvez perdre un peu les effets. Alors que là, même s'il y a eu un changement qui s'est mis en place pendant la formation ou le séminaire, ben, si on continue à pratiquer, ça va de plus en plus, c'est exponentiel en fait. C'est clair. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'élèves qui le font. Oui. Mais c'est quand on voit la différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas qu'on a envie d'aider ceux qui ne le font pas à mieux le faire. Oui, donc c'est quand vous le faites que vous obtenez des résultats. Et donc tu as créé toute une école en ligne en fait sur ça. Aussi. Et donc il y a plusieurs séminaires, plusieurs ateliers, différents niveaux de pratique. Tu as notamment un séminaire sur la peur, qui s'appelle En finir avec la peur, avec le zéro mental. C'est un séminaire qui dure plusieurs heures, qui a été filmé, c'est ça? Ouais, en fait c'était un séminaire de 2 jours qui a été filmé et on a compressé tout le séminaire, on a coupé les temps d'exercice pour que vous puissiez pratiquer chez vous. On a compressé tout le séminaire sur 6 heures de vidéo. Et dedans, il y a 17 techniques. Vous avez même 1h30 qui sont offertes sur YouTube, si vous voulez voir l'introduction. Ça s'appelle En finir avec la peur, Frédéric Vincent, et vous allez tomber dessus. Voilà. Oui, vous le mettrez peut-être même sous la vidéo, voilà. Vous mettrez le lien. Voilà. Et donc, il y a 17 techniques, 17 façons d'aborder les choses. Et encore une fois, comme c'était un séminaire de développement personnel, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Mais encore une fois, ça ne sert à rien si c'est juste pour le regarder. Si c'est juste pour le regarder, ne l'achetez pas. Prenez-le seulement si c'est pour l'appliquer sur vous, parce que ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc c'est un séminaire qui est centré sur la peur. Sur la peur. C'est vrai que la peur, c'est quand même un des obstacles majeurs qu'ont beaucoup de gens pour changer. On a peur de changer, on a peur que ce ne soit pas comme avant, de perdre des choses, etc. Et ça conditionne beaucoup de blocages. Alors quand on dégage ça, ben, ça peut changer beaucoup de choses. Vous allez remarquer vous tous que vous avez des peurs profondes, peut-être même que vous les avez oubliées tellement elles sont profondes, et que vous avez construit toute une partie de votre vie, pour pas dire toute votre vie, sur ces peurs-là. Ça veut dire que toutes vos décisions que vous avez prises à partir de là nourrissent inconsciemment au minimum ces peurs. Il est temps à un moment donné de s'émanciper de tout ça, de se libérer. C'est pas forcément facile parce que c'est le poids culturel et de la société aussi qui nous a conditionnés dans des systèmes, mais quelque part il est possible de faire ce travail, il n'est jamais trop tard, et de le faire c'est franchement formidable. Et c'est possible quel que soit ce que vous avez vécu dans votre vie. Même si vous avez vécu des chocs émotionnels ou des traumatismes, que ça crée encore de la peur, c'est vraiment possible de s'en libérer. Peu importe en fait, le niveau de souffrance actuel, il y a toujours une possibilité de se détacher de ça, de se rendre compte qu'il y a le corps, l'esprit qui vivent ça, puis il y a la conscience qui est en train d'observer ce qui se passe. Comme ce qu'on disait sur la pensée, finalement la pensée ça se fait tout seul. La peur c'est aussi une émotion, donc c'est transitoire. C'est... comme on dit dans le bouddhisme par exemple, c'est immanent. Non, c'est impermanent. Impermanent, voilà. C'est-à-dire que vous étiez là avant, vous êtes là pendant, et vous serez là après. C'est ça. C'est-à-dire qu'après le séminaire sur la peur, vous serez encore vivant. Et ça, c'est important de le signaler. Exactement. D'ailleurs, une peur que beaucoup de gens ont, c'est la peur de mourir. Et la peur de mourir, finalement, ça crée tellement de stress, de « oh là là, ça va être horrible, il faut que je me mette en sécurité », mais c'est très inconscient. Voilà, ça crée beaucoup de conditionnement. De se libérer de cette peur-là, par exemple, ça peut rendre plus vivant, en fait. Complètement. C'est énorme. Donc, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, si vous avez des peurs, et vous en avez forcément, même si elles sont inconscientes, eh bien, vous pouvez aussi vous détacher de ça. Et dans ce séminaire, c'est ça qui est étonnant. On le voit dans les vidéos, ce que les gens vivent, et puis on le vit soi-même quand on regarde le séminaire et qu'on pratique, c'est que finalement, on se rend compte que la peur, c'est juste une petite partie de nous, et qu'on peut changer notre relation à cette partie de nous. Et souvent même se libérer complètement de toute forme de peur finalement. Quel que soit l'objet de la peur, quel que soit si ça nous paraît justifié, si ça paraît normal d'avoir peur, en fait, non, pas forcément. C'est vraiment un prisme. Ouais, et quitte également à aller voir un professionnel de l'accompagnement pour compléter ça, parce qu'il se peut qu'on bloque sur un truc, parce que c'est pas toujours facile de faire tout du premier coup par soi-même, on est bien d'accord, mais c'est tout à fait compatible et complémentaire. Tout à fait. Donc c'est un séminaire auquel on peut accéder sur internet. Oui, sur le Zéro Mental Online School. Donc c'est Zéro Mental en lettres, zeromentalschool.com, et c'est le séminaire sur la peur. Voilà. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous, comme ça vous avez tout à disposition. Ok, on a parlé de plein de choses, c'est vraiment super intéressant. C'était un plaisir.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez compléter, dire en plus, ou on a déjà bien fait le tour du sujet? Donc, pendant qu'il réfléchit, vous avez aussi plein de vidéos sur YouTube que Fred a filmées qui abordent certains points du zéro montage, certaines formes de pratique. Donc je vais vous encourager à aller voir ça parce que c'est vraiment un enseignement très riche et très universel. Tout le monde peut mettre en pratique. Et vous me direz ce que ça vous a permis de vivre comme changement d'avoir fait ça. Et plus que de réfléchir, en fait, c'est un silence qui m'est venu à ce moment-là, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'ajouter des choses à tout ce qu'on a dit. Et si ça peut vous aider, on sera ravis de tout ça. Voilà. Donc tenez-nous au courant, vous savez me contacter, je vais vous donner le contact de Fred aussi. Et puis je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Et voilà. Merci à vous. À plus. Bonne continuation. Salut. Merci Fred. Merci Gaëtan.